Salam alaikum, Zulf Laoun. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission, une émission spéciale consacrée à Ihsan El-Qadi, le journaliste Ihsan El-Qadi. Aujourd'hui, ça fait déjà un an depuis que les autorités algériennes et services de sécurité ont été le chercher chez lui à Zemmouri, dans la banlieue d'Alger. Et depuis le 29 décembre dernier de 2022, donc il est en prison. Il a été condamné à une lourde peine de 7 ans de prison. Donc aujourd'hui, on veut lui rendre hommage. Donc des proches à Ihsan El-Qadi qui le connaissent, qui l'ont côtoyé, dont son fils Ilyas El-Qadi. Donc plusieurs personnes ont confirmé leur participation à cet hommage-là. Il y a le journaliste et essayiste universitaire chercheur Yassine Timlali qui est déjà présent sur notre plateau. Il y a Maître Ahmed Nordin, donc avocat, membre des collectifs de défense des détenus d'opinion en Algérie. Il y a Zoher Aberkan, journaliste connu également. Donc, qui est déjà présent. Donc, doivent nous rejoindre Rilas, comme je le disais, Rilas El-Qadi, il a confirmé sa participation, et la militante Sanhaja Akrouf. J'espère qu'ils pourront nous rejoindre dans les prochaines. Par contre, il y a d'autres personnes qui avaient confirmé initialement leur participation qui ne pourront pas être avec nous ce soir pour des raisons personnelles. On peut penser à Amira Bouraoui, et on peut penser à la journaliste Deikha Dridi qui a été de l'aventure de Radio M avec Ihsan El-Qadi. Donc, bonsoir à tous les trois. Merci d'avoir accepté notre invitation pour rendre cet hommage donc, Al-Qadi Ihsan. Cette émission, hommage, on l'a intitulée La liberté pour Ihsan El-Qadi. Donc, j'ai envie de vous poser la question. Quand on pense à la liberté, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à Ihsan? Comment il doit vivre? Dans la dernière émission, Zoher, que tu avais animée il y a quelques mois, il parlait de son père, comme quoi il restait pas inactif, même en prison, il restait pas inactif, il discutait, il faisait de la formation avec donc, ses co-détenus, il avait un projet, donc, un tournoi de football dans la prison où il est détenu. Qu'est-ce que signifie la liberté? Est-ce qu'on a réussi, malgré un an de prison, est-ce qu'on a réussi à arracher complètement la liberté ou à s'en prendre complètement à la liberté de Ihsan El-Qadi? Je commencerai peut-être par Yassine Timlali et ensuite Maître Ahmed et Zoher Aberkan. تفضل ياسين ومرحبا بك. Merci Rabah. Je ne sais pas si on peut répondre à cette question à la place du concerné, mais le connaissant, on peut supposer qu'Ihsan, qu'il soit en prison ou en liberté, se sent toujours en liberté. Pour la simple raison qu'il s'agit d'une personne, d'un militant, d'un journaliste qui a vécu des circonstances très, très difficiles, très dures,
aussi bien dans les années 1980 que dans les années 1990, en pleine insécurité, en pleine instabilité politico-sécuritaire. C'est quelqu'un qui n'a jamais songé à quitter le pays. Alors, en pleine insécurité, c'est quelqu'un qui a toujours maintenu contre vents et marées ses convictions, qu'on partage ou qu'on ne partage pas. On est forcé de reconnaître qu'il s'agissait de convictions solides, qu'il a défendues dans des circonstances très difficiles, souvent en étant minoritaire. Le projet de radio et de journal électronique qui était diffusé, édité par la société Interface Média, est lui aussi la preuve d'un mental solide, la preuve d'une force de conviction qui force l'admiration. Je ne crois pas que quelqu'un comme Ihsan Qadi se sente avoir perdu sa liberté parce qu'il est en prison. Il n'empêche qu'il est en prison et qu'il est privé de sa liberté, objectivement, qu'il est privé de tous les projets qu'il aimerait développer, qu'il est privé de sa famille, qu'il est privé de ses amis, qu'il est privé de dire son opinion. Parce que, en définitive, c'est son opinion, ce sont ses opinions qui lui valent aujourd'hui d'être derrière les barreaux. Merci beaucoup. Maître Ahmed, pour la même question, vous qui êtes un avocat et défenseur des droits humains, comment vous imaginez donc Ihsan Qadi en prison en ce moment, comment il doit vivre, même si, comme disait Yassine à l'instant, il faudrait poser la question à l'intéressé de lui-même. دابور مساء الخير عليكم ونشكركم على هذا اللقاء هذا، خاصة الناس اللي فكروا في هذا اللقاء. بالمناسبة هذه اللي مرت سنة على اعتقال القاضي إحسان، الاعتقال اللي كان في ليلة 23-24 ديسمبر من العام اللي فات. قبل ما نطرق أو نجاوب على السؤال تاعكم، حبيت برك أنا بدوري نقول كلمة على علاقتي بالقاضي إحسان. القاضي إحسان تعرفت عليه في 1981. منذ ذلك الوقت وحنا العلاقة تاعنا استمرت، وخاصة يعني كانت مباشرة بعد إطلاق سراح كما تعرفوا باللي تم اعتقالهم في ماي على ما أعتقد سنة 81. بقوا في الحبس 8 شهور مجموعة من المعتقلين في ذلك الوقت، بما في ذلك علي إحدادا، زقان عمر والمجموعة. المهم أيضا نروح للشيء اللي نذكر فيما يخص الأعمال تاع القاضي إحسان. نذكر في 87 أيضا على ما أعتقد إذا كان ما خانتنيش الذاكرة، بالمبادرة تاعو الانيسياتيف القاضي إحسان. فذاك الوقت كان النظام اعتقل اعتقال إداري المجموعة من مناضلين سياسيين، نقابيين، مناضلين في حقوق الإنسان، وعلى رأسهم علي يحيى عبد النور، وأيضا مقرنية العربي. بمبادرة منه فكر بزيارة هؤلاء المعتقلين في ذلك الوقت وخفية، يعني ماهوش هكذا نروحوا برك قال عندي رخص اتصال، ما كان لا رخص اتصال ولا هم يحزنون. رحنا خفية وقدرنا نشوفوا علي يحيى في ورقلة، والمجموعة الأخرى حطوهم في برج عمر دريس. رغم الحراسة الشديدة عليهم تمكنا من القضاء، يعني قضينا حتى ليلة معهم في برج عمر دريس. وعلاش نتكلم على هذا؟ لأنه المبادرة في حد ذاتها، يعني المبادرة كانت من إحسان القاضي، واللي تنقلوا
المتحدث، كاين إحسان القاضي بطبيعة الحال، كاين عثمان رضوان، كاين عمر زكان وعلي حدادن. من بعد بطبيعة الحال النضال تاع القاضي إحسان في مجال حرية التعبير، حرية الصحافة، حقوق الإنسان، حتى فيما يخص حقوق الإنسان ما كانش هذا المجال أيضا ما خلاش دون أن يهتم به كما الاهتمام تاعه في الصحافة وحرية الصحافة. وكل مرة إذا كان تمت متابعة صحفي واعتقال صحفي يبادر دائما لوقفات احتجاجية. اليوم هذه المبادرات لا وجود لها بطبيعة الحال، لأن القاضي إحسان بكل بساطة راه وراء أسوار السجون. الشيء اللي حبيت نزيد نهضر على القاضي إحسان، علاقتي الآن مع كمحامي ومعتقل، هذه العلاقة اللي خلتني بحكم المهنة تاعي، هذه المهنة سمحت لي باش نكون في اتصال دائم. مع الأسف درك هذا الاتصال سينقطع مع الأسف، ولكن المهم فوتنا فترة معتبرة وكنا نزوروه للسجن في بعض الأحيان. الانسان حنا اللي نروحوا منهارين، يعني المعنويه تاعنا كي نشوفوا الاعتقالات، كي نشوفوا الظلم اللي واقع خاصه على القاضي إحسان، الادانه الثقيله اللي تعرض لها وكذا، نروحوا الى ان نقدر نقول باللي كما قلت منهارين كي نتلاقاو بالقاضي إحسان العكس تماما، هو اللي يرفع المعنويه تاعنا. وايضا الشيء الملفت للانتباه، الشيء اللي يعني الانسان يخلي يشوف إحسان القاضي من نوع من المناضلين الكبار، لانه يهتم اهتمام كبير بالمعتقلين الاخرين. في بعض الاحيان نروح نزوروا يقول لي الاخرين ما تشوفوهمش، مثلا المعتقلي افلوا او كيفاش تجي تشوفني وما تشوفش يعني يخمم حتى بالمعتقلين اللي راهم تما معاه في السجن، يهتم بهم اهتمام كبير. وكانه صح يعني عوض المحيط هذا اللي رانا احنا فيه، حتى احنا رانا في السجن على كل حال، بالمحيط الداخلي، هو لانه مقتنع راه مسجون ظلما، واللي راهم تم في الحبس اللي معه ايضا مسجونين ظلما، وبالتالي عنده واحد القوه كبيره باش يتجاوز الوضع هذاك. والرياضه والكتابه، راه مهتم بزاف بالكتابه، مرارا وتكرارا يهضر لي على هذه القضيه، هذه قضيه الكتابه، يستغل الوجود تاعو في السجن، وايضا يمارس الرياضه باستمرار. ونظن من إحسان القاضي من المناضلين الكبار، ماهوش النظام اللي راح يحبسوا بالسجن تاعو. ونزيد كاش ما ربما في بعد التدخلات الغير اذا كان لازم نزيدوا ندخلوا. شكرا استاذ احمد. نخليو زهير بركان. Tu le connais toi aussi depuis plusieurs décennies, tu l'as côtoyé y compris à Radio M où tu as collaboré donc avec le Radio M ou Maghreb émergent même. Je crois que tu as ajouté Zoher sur ce que vient de dire Maître Ahmed et ce que vient de dire Yassine Timlali. Comment tu vois encore Ihsan al-Qadi, donc en prison, exercer sa liberté ou une partie de sa liberté, comme on le disait, comme le disait Irénès, son fils, dans une émission que tu as animée, et il ne reste pas inactif, même lorsque, depuis un an, même s'il est en prison. Bonsoir. Moi, je crois que, personnellement, je ne m'inquiète pas pour le moral et l'état d'esprit d'Ihsan. C'est vrai que se retrouver du jour au lendemain privé de mouvement, de liberté de mouvement surtout, c'est un sérieux handicap pour quelqu'un d'aussi dynamique que Ihsan. Bon, mais ça l'a pas empêché donc de s'adapter à son environnement nouveau,
Et ça, c'est le propre pour avoir posé la question à de nombreux détenus d'opinion. Ils te disent qu'en fait, au bout d'un certain temps, c'est généralement à partir d'une semaine, donc on s'adapte à l'environnement, je dis, parce que sinon, ça, c'est la capacité qu'a l'être humain, donc à s'adapter aux situations nouvelles. C'est un peu comme quand on change de lit, c'est comme quand on change d'appartement. Il y a une période d'adaptation et puis bon, on prend le nouveau. Pour ce côté-là, moi, j'ai pas à m'inquiéter pour personne. Au contraire, c'est lui qui s'inquiète pour, par exemple, le devenir des 30 travailleurs de l'entreprise qu'il avait fondée, qu'il avait aimé, dans laquelle il s'était investi avec passion. Ces 30 personnes, 30 familles, donc derrière, ça a été une grosse inquiétude pour lui. Euh, Plus que sa situation, sa propre situation. Parce que bon, Ihsan, enfin, comme tu le disais, bon, moi, je l'ai connu à une époque déjà à l'université. Bon, ensuite, dans le cadre donc un peu plus large d'activités militantes. Euh, bon, même si on avait toujours eu des divergences politiques et idéologiques, mais ça n'empêche que Ihsan, c'est quelqu'un enfin, qui est toujours sur notre trajectoire. C'est-à-dire, quel que soit le. Alors, surtout quand il a intégré la presse, donc je me souviens qu'on s'est retrouvés euh, à partir de 84, ou je crois que c'était en 85, juste en 85, il a commencé chez Horizon, donc la rubrique sportive. C'était comme c'est un passionné de sport, de foot, etc. Et ça m'a un peu étonné, comment Ihsan, pour un politique qui se retrouve. Mais en fait, c'était peut-être un choix à l'époque, comme dans la presse étatique de l'époque, la presse du parti unique, il était quasiment impossible de s'exprimer sur la chose politique. Donc, il a préféré euh, parler de sport. Comme maintenant à l'époque, par exemple, je n'écrivais jamais en politique, mais en société et culture. Parce que écrire à l'époque politique, il fallait citer le frère militant Chadli Benjdi, il fallait citer des résolutions du Congrès FLN, il fallait citer plein de trucs. Par contre, Ihsan avait à l'ouverture des médias, etc., et de l'aventure, ce qu'on avait appelé l'aventure intellectuelle, donc il était resté à Horizon, donc il était resté dans le service public, et il avait donné donc à Horizon, je me souviens, un ton nouveau, puisque Horizon était pratiquement le seul journal public à parler, par exemple, de l'affaire de Youssef Mello, l'affaire des magistrats faussaires. C'est-à-dire qu'à côté le Moudjahid, vous aviez tous les Chab, le Massa, etc. Euh, Aucune trace de cette affaire, ni des rebondissements, puisque c'était une affaire à rebondissement. Par contre, sur Horizon, il y a eu plein d'articles, et ces articles-là étaient signés Hassan Qadi. Donc ça, c'est une parenthèse pour dire que même au sein du service public, il avait insufflé donc, un vent de. Et puis, bon, il y a eu l'aventure. Alors, pour revenir à ce qui se passe enfin, à un an, donc on est pratiquement à une année de son arrestation. Donc, c'était le 23 décembre 2022, donc son arrestation aura lieu dans quelques heures. Et le plus dur dans cette histoire, c'est-à-dire qu'on commémore donc cet événement triste et douloureux pour, pour Ihsan, mais aussi derrière Ihsan, il y a aussi la liberté d'expression. Ça s'est également donc soldé par la fermeture, la mise sous scellé de Radio M. Donc Radio M fait entre guillemets également une année de mise sous scellé. Et je crois que plus, donc je pense que maintenant on va aborder cette question-là, euh, plus que l'incarcération de Ihsan, on a vu la célérité avec laquelle
son procès, ces deux procès, c'est-à-dire en appel, y compris la réponse donc de la Cour suprême par rapport au pourvoi en cassation, s'est faite avec une rapidité du jamais vue. C'était parce qu'il fallait à tout prix que arriver donc à le faire taire définitivement, entre guillemets, parce qu'on peut pas, c'est pas quelqu'un qu'on pourra faire taire. C'est-à-dire dans 5 ans, moi je suis sûr qu'il sortira avant les 5 ans, lui, parce que nous sommes dans un pays où tout peut survenir, tout peut arriver. Donc, dans 5 ans, on retrouvera également un Ihsan avec la verve qu'on lui connaît, avec le franc-parler qu'on lui connaît. Maintenant, le plus dur dans cette histoire, le plus dur, c'est que avec l'arrestation, donc l'incarcération d'Ihsan et la mise sous scellé de Radio M, mais également avec la promulgation aujourd'hui, il y a quelques jours, donc une vingtaine de jours, le 2 décembre, ont été promulguées donc les lois à la fois sur l'audiovisuel et la loi sur la presse électronique. Et ces lois, on a l'impression, à les lire, on a l'impression que c'est du cousu humain, spécialement fait pour que jamais plus une expérience comme Radio M ne se reproduise. Et c'est ça, c'est-à-dire dans l'affaire d'Ihsan Qadi, c'est pas tant Ihsan, mais c'est ce qu'il portait comme projet, c'est le projet qu'il portait. Parce qu'on aurait pu, à la limite, bon, si vraiment Ihsan constituait le vrai problème, c'est-à-dire même si derrière il y a effectivement, il y a une rancune, il y a une rancune et des rancœurs, il y a une vengeance vis-à-vis de Ihsan. Mais le plus parce qu'il était ciblé, c'était Radio M. Il fallait faire taire cette radio qui osait, cette radio qui portait la critique, bien sûr avec Ihsan, parce qu'il était l'un des animateurs, c'est lui qui lui insufflé. Et on a vu que pendant une année, le CPP, eh ben, il manque terriblement dans le paysage médiatique par rapport à l'actualité, par rapport à le CCE, le café presse économique également. Donc, plus de regard sur, par exemple, là, alors qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la loi de finances. Ihsan aurait dit énormément de choses. Il aurait dit énormément de choses sur les augmentations des prix, sur les importations de voitures, etc. Et là, on n'a plus rien. C'est le désert. Sur ce plan-là, il n'y a plus rien. Moi, je termine sur ça parce que je pense qu'on va encore avoir. Le jeudi dernier, j'ai assisté donc avec, enfin, parce que des amis ont insisté pour que j'ai assisté au 8e repas des anciens de l'information et de la culture, donc qui se sont constitués en cercle. Donc c'est un cercle de journalistes, d'anciens gens de la culture, etc. Et ce qui m'a fait mal ce jeudi, c'est que beaucoup de journalistes ont été évoqués, notamment ceux qui sont décédés, ceux qui nous ont quittés. Donc on a ceux auxquels on a rendu hommage, etc. Mais il n'y avait aucun mot, par exemple, pas la moindre allusion pour personne. C'est triste alors que c'est des gens qui l'ont côtoyé, c'est des gens avec qui il a eu, pour certains, qu'il avait soutenu. Beaucoup d'entre eux ont soutenu, enfin, il les avait soutenus. Beaucoup d'entre eux, à un moment où Ihsan était fréquentable, entre guillemets, donc je me souviens qu'il avait en 2020 reçu le prix Waukegan, décerné par, et ben, tous ces gens-là aujourd'hui, tous ces gens-là font mine d'oublier qu'il y a donc un grand monsieur, je pèse bien un grand monsieur de la presse, un confrère, et les gens qui sont dans ce cercle, c'est des gens qui ont son âge, certains en sont un peu plus âgés, etc., qui connaissent et qui font mine aujourd'hui de détourner le regard, et ça c'est triste. C'est-à-dire quand on a des gens comme ça, même dans la presse écrite, moi je me suis amusé, et je termine sur ça,
je me suis amusé à chercher dans l'Ouatan, par exemple, l'Ouatan Ihsan a soutenu pendant les moments difficiles, à chercher la référence à Ihsan al-Qadi. Eh bien, la dernière référence à Ihsan al-Qadi sur le site de l'Ouatan remonte à juin 2022. C'est-à-dire quand il a été condamné à 6 mois dans l'affaire qu'il opposait à Belkacem. Après cette référence-là à Ihsan, il n'y a plus rien, ni sur sa condamnation, ni sur son pourvoi en cassation, ni sur son procès en appel. Donc c'est pour vous dire à quel point les gens sont... enfin, je ne sais pas comment on peut expliquer ça, on pourra en discuter tout à l'heure, mais moi, ça m'attriste et ça m'écœure en même. Merci Zoher. Je vais me tourner à nouveau vers Yassine Timlali, Sanhaja Akrouf qui essaie de se connecter. Donc, je ne sais pas si elle nous entend, je lui dirai de se reconnecter parce que ça affiche appareil non connecté. Il faut se reconnecter en acceptant l'utilisation du microphone et de la caméra. Yassine, Zoher vient de dire que... Moi, j'entends rien. Les amis, j'entends pas. Je vous entends pas. Les autres, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Si, on peut. Oui. Yassine, c'est à ton niveau. Hein? C'est à ton niveau. Yassine, c'est à ton niveau. Et la question t'est adressée à toi. Donc, en attendant que Yassine règle ses problèmes d'audio, je vais me tourner vers Maître Ahmed pour lui parler d'une question qui est posée par Ali Ihdaden, un ami, un militant aussi. Il dit les questionnements de Ihsan al-Qadi il y a un an, c'était porté sur les enjeux de l'élection présidentielle de 2024. Ça demeure d'actualité. D'après lui, ça semble plutôt contrôlé, rentrer dans l'ordre, d'après ses propos. Et si tel est le cas, qu'est-ce qui empêche les autorités de libérer Ihsan al-Qadi comme il l'a fait pour un certain nombre de détenus d'opinion? Qu'est-ce qui expliquerait, selon vous, Maître Ahmed, la sévérité de la condamnation, 7 ans de prison pour les faits qui lui sont reprochés par la justice en Algérie? Est-ce que c'est pas... qu'est-ce qui justifie ça? Que, comme semble l'indiquer Zoher Aberkan dans son intervention, est-ce qu'on veut faire de Ihsan un exemple pour tous les militants ou tous les journalistes qui aspirent donc à une presse libre, une presse indépendante, une presse qui exerce son métier de façon professionnelle, ou qu'est-ce qui explique la sévérité de la condamnation de Ihsan al-Qadi selon vous, Maître Ahmed? Je crois que notre ami Zoher Aberkan a répondu en grande partie à cette question, car l'expérience النموذج تاع التجربه تاع القاضي إحسان في المجال الإعلامي النموذج يقلق النظام. Il dérange le pouvoir. Le pouvoir veut maîtriser totalement la presse. Ils ont tellement peur, alors il faut coûte que coûte faire taire toutes les voix discordantes, notamment celles qui s'expriment avec une certaine force. Et cette force aussi, derrière cette force, il y a cet exemple. هذا النموذج تاع مؤسسة إعلامية ناجحة، وكما قال زهير كاين حتى اللقاءات وكذا اللي تثري النقاش في الساحة الإعلامية، في الساحة السياسية، في الساحة الاقتصادية، في الساحة الثقافية. Donc le pouvoir il ne permet pas justement cette liberté de temps, cette liberté d'expression. Il ne permet pas à ce que l'information lui échappe, quelle que soit son importance, quelle que soit sa dimension. Donc هذا هو المشكل تاع النظام مع إحسان. هو كاين هذا الجانبين، كاين الصحفي الحر، ce journaliste libre qui veut justement exercer sa profession en tant que tel, profondément et complètement. En plus, au-delà de justement de ses activités de journaliste,
cet exemple de l'information où il y a une réussite sur ce plan. إحسان تفرض وجوده والنظام ما يقبلش بهذه التجربة هذه مادام ما يسيطرش على الإعلام ما يقدرش يقبل. وهناك نوع من التحدي إحسان النظام راه فاهم pour répondre justement les raisons qui poussent le pouvoir à être vraiment très dur avec Ihsan, c'est que pour le pouvoir, Ihsan, c'est comme s'il lance des défis pour le pouvoir. Il s'exprime sur des sujets que le pouvoir les considère comme étant sa chasse gardée, tels que par exemple les présidentielles, parler de l'armée. Donc tout cela, هذو هما الامور اللي خلات النظام يقمع القاضي إحسان بقوه. يعني قال مادام انت ما حبيتش تدخل في الصف حنا عندنا الوسائل اللي نقدروا نركعوك بهم، خاطر النظام يحب يركع المجتمع بالعنف من خلال الاعتقالات وكذا، استعمال العداله، استعمال السجون كوسائل ضد المجتمع. هذا هو يعني لازم يا اما تمشي مع النظام والا عندي الوسائل اللي نقمعك بها. هذا هو اللي خلى النظام مادام إحسان انسان حر كما تعرفوا كامل، غني عن التعريف في هذا المجال. دونك c'est un affrontement entre le pouvoir et القاضي إحسان. القاضي إحسان ماهوش من النوع اللي يركع قال خلاص نحبس هنا، والنظام يشوف هذه التجربه تجربه خطيره بالنسبه ليه، بالنسبه للوجود تاعو بالذات، الوجود تاع النظام، لانه النظام في الجزائر الوسيله الوحيده كما ذكرت اللي يستعملها هي القمع. ما كانش وسائل سياسيه اخرى، ما كانش فتح المجال، مجال السمع البصري، فتح مجال للنقاش في المجتمع لايجاد الحلول. بالنسبه للنظام لازم يدافع على الوجود تاعو بالطريقه هذه، لانه عارف باللي ماهوش النظام شرعي. هذا هو المشكل في الشرعيه. دونك هو حس باللي بانه بهشاشه الوضع تاعو ما يقبلش ويخاف، ماشي برك ما يقبلش ولكن يخاف حتى من الاصوات الحره كصوت القاضي إحسان، سواء فيما يخص التجربه او في التعبير تاعو فيما يخص الشيء اللي ذكروا عليه حدادا على الحديث عن الرئاسيات الى اخره. كاين رئاسيات فعلا بطريقه اخرى، بطريقه اللي ماهيش النظام ماهوش متعود عليها، لانه النظام لازم هو اللي يقترح الطريقه تاعو، المضمون تاع النقاش، ولازم يتبعوا. القاضي إحسان يدفع المجتمع للتفكير في امور من هذا النوع. يعني الرئاسيات ماهوش الشأن تاع النظام فقط، فهو شأن كل المواطنين. المفروض يكون الامر هكذا، يعني لازم نهتم بهذا الامر للخروج من هذا الوضع اللي رانا فيه. دونك هذا هو اللي نظن المواجهه، هناك نوع من المواجهه بين القاضي إحسان والنظام فيما يخص طريقه تسيير المجتمع والنظره للامور السياسيه والمجتمع. شكرا استاذ. Donc notre ami Sanhaja Akrouf qui a pu nous rejoindre. مرحبا بك Sanhaja. Je posais la question, la première question que j'ai posée aux trois autres invités, c'est comment vous qui connaissez donc Ihsan Al-Qadi, tu le connais Sanhaja depuis plus de 30 ans maintenant. Dans quel état d'esprit tu l'imagines? Il est en prison, mais dans quel état d'esprit tu l'imagines par rapport donc à la notion de liberté? Je rappelle donc l'intitulé de mon émission, la liberté pour Ihsan Al-Qadi. Je me questionnais sur le fait qu'est-ce que le pouvoir, selon toi, a réussi à priver complètement Ihsan Al-Qadi de sa liberté, en rappelant aussi que l'un des mots d'ordre de la campagne de solidarité à Ihsan, c'était Ihsan Al-Qadi est un homme libre, est un journaliste libre.
Mhm. Oui, bonsoir. Je pense que le Qadi Ihsan, c'est quelqu'un de passionné. Donc, dans tout, hein, dans tout, même quand il parle d'un match, il parle j'ai envie de dire d'un film, de n'importe tout est patient. C'est Ihsan, il il se donne à fond, même dans ses activités sportives, dans ses amitiés, moi je l'ai dit, c'est assez, ça me fait mal au cœur. Ça fait une année sur le même canal où je disais, Ihsan, c'est quelqu'un qui a, si l'on entend parler de quelqu'un qui a perdu sa mère dans le sud de l'Algérie, il va se taper 12 heures de voiture pour aller lui porter soutien et voilà, donc pour soutenir un camarade, un ami, etc. Et c'est ça qui fait que je pense que Ihsan, c'est ça qui va lui permettre de tenir. Parce que c'est quelqu'un qui a des ressources d'abord humaines. D'abord humaine, Ihsan, c'est une belle personne. Ihsan, c'est quelqu'un qui, quand il voit, il est aussi à l'aise avec les jeunes d'un quartier populaire qu'avec des grands journalistes ou des grands écrivains. Et moi, pour l'avoir fréquenté, il ne change même pas de position parce qu'on sait comment ça se passe avec beaucoup de gens. Soit ils méprisent quand ils sont avec des gens des quartiers populaires, on va les mépriser. Soit ils vont faire les larbins. Ihsan, il a le même langage avec les jeunes du quartier de Bellecour, de Bebelwed, comme avec des journalistes suédois ou américains. Donc, c'est ça que pour moi, Ihsan, c'est cette qualité humaine qui fait que aujourd'hui, s'il est en prison, je suis convaincue qu'il a dû en faire plein d'amis. Je suis convaincue, d'ailleurs on le sait, quand quelqu'un il lui manque quelque chose, dans les visites familiales, il demande à sa femme à qui il faut lui rendre hommage, qui ne rate pas une semaine pour aller le voir, il lui demandait il faut que tu ramènes telle chose à telle personne, tel détenu, etc. Et c'est pour ça que moi je m'inquiète dans un sens, je m'inquiète pas beaucoup pour Ihsan parce qu'il est capable de rebondir et de trouver. Moi, j'ai échangé avec lui des courriers où il me dit qu'il lit comme il a jamais lu. Donc, du coup, il trouve une façon de tenir, d'exister et de rentabiliser son temps. Ihsan, enfin bon, je pense que on le sait, ceux qui le connaissent. À mon avis, il aurait été dans une société comme aujourd'hui, il aurait été détecté hyperactif et mis dans un truc pour être soigné tellement qu'il est capable de faire 10 choses à la fois où une personne normale, elle arrive à peine faire 2 choses. Donc et moi c'est ça. En fait, c'est ça qui me rend confiante quoi. Donc c'est après, tel qu'on connaît Ihsan, c'est quelqu'un qui adore faire le sport, donc j'imagine que en prison il en fait, mais pas comme être dans l'air libre. Ihsan, c'est quelqu'un qui aime la vie, j'imagine qu'il y a des gens qui pensent même pas à ce que Ihsan il va faire une réunion, il sort de la réunion, il va faire 1 heure de gymnastique, après il va courir pendant 1 heure et demie, entre-temps il va essayer de voir un copain pour accompagner sa mère à l'hôpital, et c'est ça Ihsan en fait, c'est ça. Et Ihsan c'est un homme libre qui va jamais, parce qu'il aurait pu faire le larbin comme beaucoup. Je viens d'entendre Zoher, ça ne m'étonne guère ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, parce que avoir le courage et le payer très cher, il faut être un Ihsan. Merci, Sanhaja. Yassine, je vais me tourner vers toi. Donc, il y a eu, dès l'arrestation de Ihsan Qadi, un mouvement de solidarité, d'abord en Algérie, mais puis à l'extérieur, la diaspora algérienne, mais au-delà. Donc, il y a eu des pétitions qui ont été signées par plusieurs dizaines de milliers de personnes. Il y a eu un texte écrit par plusieurs intellectuels internationaux. Mais est-ce que, j'ai envie de te poser la question et ensuite je vais l'expliquer
Oui, la liée à ce que tu disais tout à l'heure sur Ihsan et ses positions dans les années 90, est-ce qu'il a fait le plein en matière juste de solidarité au niveau des élites algériennes, au niveau des forces politiques, des forces vives en Algérie, ou est-ce qu'il y a certains, donc sous prétexte qu'il n'était pas, comme tu le disais, il n'était pas d'accord avec lui sur certaines positions qui sont celles de Ihsan ou qu'il a pu avoir pendant certaines périodes. Donc, leur solidarité a manqué depuis l'arrestation de Ihsan Qadi. Tu disais, par exemple, il y a plusieurs, toi-même, tu as répondu il y a quelques mois à des textes qui parlaient des positions réconciliatrices, comme quoi ces positions vis-à-vis des mouvements islamistes. On dirait que quelque part, ça justifiait chez certains le fait que aujourd'hui, il y a ce manque de solidarité qu'on peut déceler chez certains, alors qu'on s'attendait en tant que journaliste de la presse indépendante qui s'est toujours exprimé, même lorsque on a tenté à la vie des journalistes et des citoyens en Algérie, il a continué à s'exprimer. Qu'as-tu à nous dire là-dessus, Yassine? Merci Rabah pour la question. D'abord, enfin, j'aimerais dire qu'il faut plus s'inquiéter pour la situation de la situation de la presse algérienne et du journalisme en Algérie que de la situation de Qadi Ihsan en prison. C'est pas du tout une image. Réellement, l'inquiétude, elle doit être, elle devrait avoir un autre objet, qui est la situation de la presse et la situation du journalisme aujourd'hui en Algérie. Il est un peu triste qu'on soit amené dans ce débat à justifier ou à expliquer les positions, les opinions de quelqu'un qui n'est pas là pour les défendre lui-même. Il est vraiment triste qu'on soit obligé et amené à défendre la liberté de chacun d'avoir les opinions qui sont les siennes. Mais malheureusement, on en est là, vu la situation que vous connaissez tous et sur laquelle vous vous êtes tous et toutes étendus. Moi, à un moment donné, on a pu penser que ce sont les positions politiques d'Ihsan Qadi dans les années 1990, cataloguées comme des positions réconciliatrices, entre guillemets, ou quitukistes, entre guillemets également, qui sont à l'origine du défaut de solidarité avec lui au sein de la corporation. Aujourd'hui, je ne le crois pas beaucoup. Je crois que c'est vraiment la chape de plomb imposée à la presse algérienne qui explique ce défaut de solidarité ou cette solidarité, disons, minimale qui aurait pu être beaucoup plus grande et beaucoup plus expressive. Ce que je dirais sur les opinions politiques de Ihsan Qadi, parce que c'est un des arguments qui ont été avancés pour justifier ce défaut de solidarité par certains. Tu as cité l'exemple de Nourdine Bouderba, ancien syndicaliste qui, au début de cette affaire, donc quelques jours après l'incarcération d'Ihsan el-Qadi, a écrit un texte pour prendre ses distances avec Radio M. Et c'était d'autant plus important pour lui qu'il était lui-même passé sur Radio M et qu'il avait pu défendre ses positions antilibérales sur Radio M, position que beaucoup d'entre nous partagent d'ailleurs, sans être hostiles à cette radio qui a souvent ouvert ses portes à des avis divers et différents. Donc, un des arguments qui ont été avancés par Nourdine Bouderba, et je reviens dessus parce que c'est un exemple d'autres choses qui ont été dites et écrites, était que Ihsan Qadi était un allié des islamistes et que dans les années 90, il n'avait pas défendu la cause de la démocratie, mais la cause de la réconciliation nationale. Moi, j'aimerais dire en deux mots que d'abord, il y a un principe suivant lequel les gens souffrent de leurs opinions à partir du moment où ces opinions ne portent pas atteinte à la liberté des autres
ou à l'intégrité physique des autres. Ça, c'est un principe qu'on est amené malheureusement à rappeler souvent. La deuxième chose que j'aimerais dire est qu'il y a une telle confusion sur la signification de la réconciliation nationale, sur l'identité politique du journal dans lequel travaillait Hassan Qadi dans les années 1990, la Tribune en l'occurrence, qu'aujourd'hui, on est obligé de dire un certain nombre de choses qui sont réellement fondamentales et basiques. La première des choses est que la Tribune n'était pas un journal kitschiste. Si par le kitschisme, terme absolument barbare, on veut dire que c'était un journal qui défendait ou qui accusait l'État d'être derrière les massacres de civils ou qui accusait l'État d'être derrière cette violence et qui innocentait l'islamisme de cette violence. C'est faux, pour la simple raison que si on revient aujourd'hui à ce journal, aux numéros qui ont été écrits au plus fort de la crise sécuritaire qu'a connue le pays, des attentats terroristes islamistes dans les années 94-95, on peut voir la couverture de la Tribune de ces événements et se souvenir que c'est tout de même la Tribune, journal alors dirigé par Hassan Al-Qadi, qui a fait publier les premiers reportages sur les premiers groupes d'autodéfense, et je me souviens de reportages précisément sur les groupes d'autodéfense de Jijel, de Ziama. La réconciliation nationale pour Hassan Al-Qadi, c'était, on pourrait l'appeler autrement, c'était la recherche de solutions politiques. La recherche de solutions politiques signifiait pour lui, à ce moment-là, il aurait pu le dire beaucoup mieux que moi, mais malheureusement, nous sommes obligés de parler en son nom parce qu'il est en prison. Ça signifiait qu'il fallait rechercher une solution entre le régime et les dirigeants politiques islamistes pour isoler les groupes armés. C'était ça que signifiait la réconciliation nationale pour Hassan Qadi. Ça ne signifiait nullement innocenter les islamistes de la terreur qu'ils exerçaient sur la population, ni innocenter les dirigeants politiques islamistes de leur responsabilité dans la crise que vivait le pays. C'était cela que cela signifiait. Ce point de vue n'était pas partagé par tout le monde au sein de la Tribune. Personnellement, je ne le partageais pas. Ce n'est pas pour cette raison que je ne faisais pas partie de la Tribune et ce n'est pas pour cette raison que j'étais empêché d'exprimer ce point de vue dans la rédaction. Donc, les accusations, ces accusations infondées, signifient en réalité qu'on veut éviter l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la solidarité avec un journaliste en prison pour ses opinions qui, d'ailleurs, en l'occurrence, en ce moment, en tout cas celle qu'il a exprimée il y a un an, n'avait absolument rien à voir avec la question de l'islamisme. Et il est triste, encore une fois, que quelqu'un comme un ancien syndicaliste isolé au sein de l'UGTA, on arrive à condamner et à injurier un journaliste en prison qu'il avait à l'époque soutenu, Hassan Al-Qadi étant connu pour se solidariser avec tous les opprimés. Et ce syndicaliste Nourdin Boudarba en faisait partie à ce moment-là, lorsqu'il était isolé au sein de la Fédération des parapétroliers. Je parle de ce cas parce que c'est le cas le plus exemplaire de ce défaut de solidarité et des justifications qui peuvent lui être données alors qu'il s'agit en réalité d'un refus d'accepter qu'il y a une chape de plomb qui pèse sur les opinions des gens et sur leurs positions et qui les empêche de se solidariser par principe avec un journaliste emprisonné et qui, pour justifier cette position, évoque des opinions qu'il ne partagerait pas ou des positions qu'Hassan Qadi aurait eues dans les lointaines années 1990. C'est vraiment d'une grande tristesse qu'on en arrive là. C'est vraiment exemplaire de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Voilà, malheureusement. Alors qu'en défendant un journaliste, on ne se met pas forcément en opposition avec l'État. À l'État, je veux dire, on peut aimer l'État et aimer le régime depuis sa naissance et trouver anormal qu'on mette un journaliste en prison pour avoir exprimé ses opinions. Je le dis
surtout parce que dans les années 1990, Ihsan Qadi et d'autres journalistes ont exprimé des opinions encore plus subversives, entre guillemets. Ça ne leur a jamais valu d'être derrière les barreaux, aussi rarement. Et quand il leur arrivait d'être derrière les barreaux, la corporation se solidarisait avec eux en général. C'est ça qui se passait dans les années 1990. Les journalistes pouvaient être convoqués chez qui de droit, hein, au département information du DRS. C'est déjà arrivé à beaucoup de journalistes, mais on ne mettait pas un journaliste en prison, on ne le condamnait pas à 7 ans de prison pour avoir exprimé une opinion sur les élections. C'était courant que les opinions sur les élections s'expriment et il n'y a qu'à lire la presse de l'époque pour voir que l'approche des élections pouvait déclencher de vraies batailles d'opinion sans que cela vaille à quiconque d'être derrière les barreaux. Voilà. Merci Yassine. Je vais me tourner vers Zohera Berkane et Senhaja aussi. Vous faites d'ailleurs, ça aurait pu être une question pour Yassine également, mais j'aimerais vous entendre sur des critiques, certes moins publiques que ce que vient d'évoquer Yassine dans son intervention, mais des critiques qui proviennent de certains militants de la même famille politique de la jeunesse de Ihsan Qadi et de ce qu'on appelle l'extrême gauche. On a pu entendre en privé, dans des discussions, que Ihsan Qadi n'est plus de gauche, il a été récupéré par les néolibéraux, etc. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part des défauts de solidarité, y compris de cette famille politique de la gauche, sur ces questions-là? Zoher, et ensuite Senhaja rapidement. Enfin, je ne sais pas qui tu pointes du doigt en parlant de l'extrême gauche. Bon, mais à ma connaissance, ceux que je connais se sont solidarisés avec Ihsan, non pas parce qu'ils partagent ses points de vue, mais parce qu'il est l'objet d'une cabale, enfin, de l'arbitraire. Donc, c'est surtout ça. Sauf s'il y a moi qui ai travaillé avec Ihsan pendant 2 ans à Radio M, donc de 2020 à 2022. Donc j'ai quitté Radio M au mois de mai 2022 et j'avais rejoint la rédaction donc en avril 2020. Et ça avait coïncidé, si vous vous rappelez bien, avec donc les premières salles du pouvoir à l'endroit de Radio M, quand il y a eu le blocage des sites de Radio 1 et Maghreb émergent. Suite justement à un article incendiaire, enfin, d'Ihsan, où il évoquait sous le titre Les 100 jours de malheur de Tebboune, si vous vous rappelez de ce titre-là. D'ailleurs, ce qui lui avait valu des poursuites judiciaires, donc demandées par Belhaïman, donc l'ancien ministre de la Communication. Et ces poursuites-là lui ont valu les fameux 6 mois, donc les 6 mois de prison sans mandat de dépôt. Ihsan, c'est quelqu'un avec qui, moi personnellement, j'ai beaucoup de divergences. Même dans le boulot, donc on s'est chamaillé plusieurs fois, c'est-à-dire il y a eu même de grosses querelles. Mais je dois lui reconnaître une chose. Ihsan n'est pas rancunier. D'abord, il a cette qualité humaine, c'est qu'il n'est pas rancunier. Et puis le lendemain, comme si de rien n'était, il dit même il a par exemple, mais il respecte que tu prennes tes distances. Voilà, bon, et puis c'est toujours par ricochet, donc par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, mais en tant que patron, si on veut, même si donc si c'est un patron enfin qui est derrière donc un projet économique un peu particulier, puisque lui il voyait dans Radio M, donc c'est surtout un projet économique qu'il voulait viable et qu'il voulait rentable et tout, donc il avait toujours en tête de nouvelles idées, comment
comment fructifier cette expérience, comment rentabiliser davantage. Et c'est peut-être l'une des rares entreprises, Interface Média, c'est l'une des rares entreprises qui imposait à ses collaborateurs ce qu'ils appelaient une retraite d'entreprise. Donc, ils avaient même des nouvelles méthodes. Comme ça, les gens partaient pendant 3 ou 4 jours dans un endroit où on pouvait allier villégiature entre guillemets, mais aussi des séances de formation, de travail sur l'entreprise, etc. Donc, il avait plein d'idées. Bon, lui pouvait peut-être, il s'est inscrit dans une optique économique libérale, privée surtout, parce que bon, il y avait aussi ça. Ah, mais ça, c'est des choix. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on veut initier un projet quelconque, même quand on parle d'un projet de journal, ben on est dans une perspective économique différente. On n'est plus dans l'étatique. Et Ihsan, lui, ce qu'il voulait, il voulait une entreprise viable par elle-même, c'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin d'avoir de l'argent injecté. Par exemple, Interface Média ne recevait pas de publicité. Pendant les 13 ans qu'elle a vécu, il n'y a jamais eu de pub. C'est-à-dire ce qu'elle a obtenu, elle l'a obtenu par la force de persuasion, donc par la force des bras de ses collaborateurs. C'est ça le modèle économique qu'il voulait instaurer. Maintenant, pour l'autre volet concernant, moi je ne pense pas, ce que disait Toulali, bon c'est vrai qu'on lui reproche ça, mais dans l'immédiat, je ne pense pas que ça soit ça surtout qui est mis en avant. C'est-à-dire qu'en fait, on ressort ces velléités de ses connivences, soi-disant pro-islamistes, mais cette fois-ci, c'est par rapport à Rachid. Parce qu'on se rappellera toujours qu'il y avait ce fameux article qui a un peu, et que certains évoquent en disant que Ihsan s'est mis du côté de Rachid quand il avait parlé de la place de Rachid dans le Hirak. Moi, je vais vous raconter comment cette histoire-là est venue. C'est-à-dire qu'en fait, Ihsan a réagi au quart de tour par rapport à un événement précis où, pour la première fois, des représentants de Rachid se sont exprimés publiquement et officiellement c'était à l'occasion, pour vous rappeler les faits, c'était à l'occasion des journées portes ouvertes au sein du MDS. Donc, journée portes ouvertes au sein du MDS, tout le monde est venu. Donc, des hirakistes, des avocats, tout le monde. Et puis, il y avait des gens du Hirak qui, ce jour-là, se sont prononcés au nom de Rachid. Mustafa Guerra, pour ne pas le nommer. Non, mais c'est Mustafa Guerra, oui, d'ailleurs, il a reconnu dans son procès récemment, il a dit, oui, j'étais dans Rachid. Mais il a dit, j'étais dans Rachid avant qu'il ne soit classé, quand il a été classé entité terroriste, moi, vous m'aviez déjà mis en prison. Et pas pour les raisons d'être rachidiste. Bref. Donc, Ihsan a un peu, disons, peut-être sans trop réfléchir, je ne sais pas, parce que moi, j'étais pas très chaud pour faire endosser, si on veut, à Radio M cet article, et je crois qu'il a été passé en blog, donc c'était son avis à lui. Mais il était libre de penser ça, que dans le contexte de ce moment-là, on était au mois d'avril, donc le Hirak venait de reprendre, et puis il y avait les premières répressions qui commençaient à s'abattre. Et là, lui, il a estimé que tout le monde avait sa place dans ce Hirak. Ça, c'est un point de vue. Je peux pas. Et le plus dangereux dans l'histoire, c'est que justement, on a cassé, on a réussi, enfin, le pouvoir a réussi à casser un peu cette dynamique de Hirak, justement, en imposant ce type de lecture. Il y avait une infiltration islamiste au sein du Hirak et que Rachid voulait s'approprier le truc, etc. Alors qu'on savait pertinemment, et les événements qui sont venus par la suite ont confirmé qu'il y avait un plan pour mettre fin définitivement à cette dynamique de Hirak qui avait repris donc le 22 février 2021
et chose à laquelle le pouvoir ne s'attendait pas. Il ne s'attendait pas à cette reprise. Et donc, on se rappelle qu'il y a eu l'invention des... Donc, on nous a trouvé le prétexte, les slogans, الشعارات الغير مهذبة, etc. Alors qu'on connaît très bien l'origine du slogan qui a mis le feu au... Enfin, mis le feu aux poudres, ça c'est discutable, parce que dans le Hirak, on a entendu des vers qui n'étaient pas mûrs. Les forces de police ont été vouées aux gémonies, c'est bon, et il n'y a jamais eu de réaction. Autant de réactions comme celle par rapport à Mukhabarat Irhabiya. Et pour rappeler le contexte, ça s'est fait suite à l'affaire Walid Naqish. Ça, il faut le rappeler. Maintenant, l'erreur sur le plan, si on veut, sémantique ou de la symbolique, c'est qu'il aurait fallu dire Mukhabarat Ijramiya, parce que le viol est un crime. Et les gens qui ont propulsé le Mukhabarat Irhabiya, c'est qu'il y avait derrière une idée pour un peu tout mettre sur le dos des services pendant pour l'histoire, la décennie. Et faire le lien avec les années 90, voilà. Oui. Mais c'était ça, parce que rappelez-vous qu'on nous a présenté le danger, voilà, on risque d'aller vers ce qui s'est passé en 1990. Oui, et oui. Le parallèle était vite trouvé entre, par exemple, les événements de juin d'Al-Fis, quand il a occupé les places publiques, avec le Hirak qui parlait de Tas'id. Donc, alors que la dynamique et la logique, la dynamique, la composante, tout ce qu'on veut n'était pas la même du tout. Le Hirak a réussi quand même quelque chose, moi qui ai suivi les marches de bout en bout du premier jour jusqu'au dernier jour, il y a quelque chose de fantastique qui s'est opéré, c'est que le barbu marchait à côté de la jeune fille en jean sans aucun complexe. Il se serrait même la main. On a même vu, je vais vous dire un truc, il y a une scène à laquelle j'ai assisté, c'était Bou'alam El-Gaz, qui est connu pour être un islamiste. Donc, une fois, quand il a été libéré, il y a eu une fille qui était aussi, qui est venue, puis ça c'était un truc bon enfance, alors que qui aurait dit qu'un islamiste comme Bou'alam El-Gaz, qui a été fils à une époque, aurait eu ce comportement très le Hirak a changé, ça veut dire quand on côtoie les gens, moi je crois fermement à la thèse, quand on se côtoie, quand on se connaît, etc., ben on change forcément Merci, on change. Ouais. Merci. Sanhaja, pour la même question, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur les critiques qu'on a pu adresser, qui sont peut-être qui sont indécentes au moment où Ihsan Al-Qadi se faisait arrêter. Je veux dire, comme le disait Yassine, on peut diverger avec Ihsan. J'imagine que toi-même, tu as quelques divergences sur les positions de Ihsan, mais ça ne devrait pas, en aucun cas, empêcher l'expression de ta solidarité. Je pense sur son côté d'avoir quitté le camp de l'extrême gauche, il l'assume. Ça, c'est pas une critique du tout. C'est un choix, comme il a dit Zoher. Moi, ce que j'ai entendu et qui m'a plus choqué, c'est surtout des gens, je vais pas citer parce que c'est un peu compliqué, j'ai entendu récemment une journaliste qui dit oui, Ihsan, il a pris de l'argent, c'est-à-dire la personne en question, je la connais très bien, elle est tout sauf intègre, donc parler de salir l'image de Ihsan tel que nous on le connaît, on le sait très bien. Et Ihsan, c'est quelqu'un qui est capable de trouver de l'argent, des centaines de milliers d'euros, la police, je parle même pas à tirer ou à taper dans les fonds des caisses de l'État ou
ou de se faire subventionner par l'étranger. Parce que Ihsan était très nationaliste. Hein. Moi, je me rappelle une des dernières disputes avec lui, c'était d'ailleurs, on était dans la voiture avec son fils qui s'est garé, qui a failli nous foutre sur l'autoroute parce que tellement qu'on s'engueulait, parce que moi je disais que c'est pas une révolution, il dit ouais, quand c'est en France, vous lui donnez tout un truc, sans les Tunisie, c'est toujours l'Algérie, vous êtes jamais satisfait, pour dire à quel point il était nationaliste et ce qui m'a le plus choqué dans cette histoire, dans les ragots de comptoir, hein, c'est qu'on l'accuse d'avoir réellement pris de l'argent. On le connaît, Ihsan, c'est quelqu'un qui vient d'une famille qui n'a jamais crevé de faim, qui a mangé à sa faim, qui par le biais de son travail, du travail de sa famille, il a jamais manqué. C'est pas quelqu'un qui avait besoin de taper ou de recevoir de l'argent personnel. Maintenant qu'il est reçu sous le regard de Zoher, parce que Yassine, qu'il ait reçu des subventions, moi je l'ai dit sur ces antennes, c'est des universités de l'État, des associations étatiques ont reçu des subventions. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus légal. Donc moi c'est plus ça qui m'a un peu choqué dans le fait de vouloir salir Ihsan. C'est plus ça, et je le maintiens et j'insiste, je signe. S'il y a peut-être une dizaine de personnes dans ce pays les plus intègres, s'il y avait un concours, je pense que Ihsan ferait partie des 10 personnes dans ce pays, quoi. Sans hésiter, je m'avance sans hésiter. Merci, Samhaja. On va faire un dernier tour de table. On s'est promis de faire une émission d'une heure. On est déjà à 1h06 minutes. Voilà, je ne sais pas, je vous laisse tous les quatre donc un dernier mot. Je commencerai par Maître Ahmed. تفضل أستاذ. صح، شكرا سي ربح. الإنسان يتأسف كي يسمع هكذا، يعني الإنسان في مدان ب7 سنوات على الأقل، كاين 5 نافذة، 5 سنوات نافذة، وهذه المشاكل يعني نثيروا هذا النوع من الاختلافات وكذا. المهم إذا كان المسألة المهمة هو الموقف تاع الرجل، أنه توقف مع إنسان مظلوم، إنسان مسجون تعسفيا. وإذا كان الناس اللي تقول دراه مروح ودرك احضروا الجلسة، حضروا المحاكمة، تعرفوا الحقيقة، لأنه هذه القضايا كامل في الجلسة اللي نورمالمون تبان، لكن اللي حضروا كامل الجلسة تاع خاصة في المجلس بالعكس. يعني هذا احنا كمحامين هذا هو الانتقاد تاعنا. القانون يفرض على القاضي انه يبين وعلاش حكم على الانسان. احنا نتحداو هذا القاضي والقضاة هذو اللي حكموا على الانسان، اذا كان كاين حاجه اللي يقدروا اللي فريمون اعتمدوا عليها في الحكم تاعهم. فيما يخص عدم التضامن، بور موا سي اون لاشتي تو سامبلومون. ما كانش منها انسان في الحبس ظلما وما تضامنش معاه. اذا كان عندك اختلاف معاه وكذا، كي يخرج هذاك النهار روح واجهه. هذا هو المفروض الموقف تاع الانسان كانسان، لا اقل ولا اكثر. شكرا استاذ ياسين. الميكرو تاعك، الميكرو. Moi, j'aimerais juste rappeler que nous sommes en présence d'un cas de détenu d'opinion. Peu importe les positions qu'a pu avoir Ihsan dans les années 90, dans les années 2000 ou dans les années 2010. Peu importe qu'il ait été d'extrême gauche et qu'il ait supposément viré libéral. Peu importe, un libéral a le droit d'exprimer son opinion. Quelqu'un d'extrême gauche a le droit d'exprimer son opinion. C'est une question d'opinion. Il faut le rappeler. Et il faut éviter les faux fuyants qui aujourd'hui autorisent à ne pas prendre ses responsabilités et autorisent à ne pas se positionner sur un cas aussi flagrant. Parce que si on évoque les subventions
étrangères qu'aurait reçu Radio M. J'aimerais rappeler ici que la radio étatique Gilles FM a reçu de l'argent européen. Est-ce que ça ne dérange pas les gens qui reprochent à Radio M ou qui accusent Radio M d'être financée par l'étranger? Est-ce que ça les dérange que Gilles FM, radio étatique, soit financé par l'Union européenne? Tous ces gens qui se mobilisent contre l'Union européenne, qui seraient en train d'acheter les médias algériens, est-ce que ça les dérange qu'un média public financé par l'argent public soit financé par l'Union européenne? La question fondamentale est une question de liberté d'opinion, de liberté d'expression et de liberté de presse. C'est cela la question principale. On peut évoquer ce qu'on veut du passé, du présent et de l'avenir. Il n'en reste pas moins que c'est une question démocratique de liberté d'opinion. Il faut en rester là. Et je crois que tous les gens qui ont signé en solidarité avec Ihsan Qadi tous ces textes, toutes ces pétitions, sont tenus justement à ce principe, sont tenus à l'essentiel qui est un journaliste est en prison pour avoir exprimé son opinion. Personne n'est dupe et tout le monde sait que à l'origine de cette affaire, il y a une opinion qui a été exprimée et au-delà de cette opinion, il y a un média qui dit des choses qu'on peut partager ou ne pas partager, qui peuvent être libérales ou moins libérales, mais qui, en ce moment, du moins, dérangent le gouvernement, alors que des opinions encore plus radicales et encore plus subversives, entre guillemets, ne le dérangeaient pas, en tout cas pas au même niveau dans les années 1990. C'est un signe des temps qui ont changé, et qui ont changé, qui font que le gouvernement aujourd'hui réagisse avec cette sévérité à une opinion ou au droit d'exprimer des opinions divergentes. Et c'est un signe des temps que les gens qui expriment des opinions dissonantes, divergentes, ne soient pas suffisamment soutenus par leurs collègues au sein même de la corporation à laquelle ils appartiennent. C'est triste. J'aimerais rappeler que c'est l'essentiel aujourd'hui. Merci beaucoup, Yacine. Zoher, donc à ton tour, je voudrais que tu nous rappelles ce qui se passe demain. Après ce que j'ai su, il y a des affaires, l'affaire Radio M qui revient dans les tribunaux. Il y a l'affaire Kamel Aïsset, universitaire, professeur Kamel Aïsset, donc, qui va être examiné à nouveau demain. Oui, absolument. Donc, pour l'agenda, on a le verdict demain de l'entreprise éditrice de Radio M, donc Interface Média. Donc, le verdict va être rendu demain. Bon, c'est quand même, c'est des amendes dans le réquisitoire du procureur, c'est des amendes très lourdes. Donc, pour lesquelles je ne pense pas que c'est une entreprise qui puisse se relever, c'est-à-dire que là, il étouffe financièrement. Et sans parler de ce que doivent les impôts, de ce que doit la CASMOS, tout ce bon monde donc revendique de l'argent à Interface Média. Moi, je voudrais surtout rappeler que donc ce soir, on commémore tristement donc l'arrestation de Ihsan et que demain, en début d'après-midi, donc ce même Ihsan est ramené à Radio M, menotté devant ses collègues pour une perquisition, donc une mise sous scellé de Radio M. Donc une perquisition avec confiscation donc de tout le matériel informatique, y compris donc les documents chéquiers. Il y a eu même de l'argent, de l'argent qui devait servir à payer les salaires du mois de décembre. Donc c'était 1 million et quelques de dinars en espèces, donc qui ont été confisqués. Voilà, et donc Radio M mis sous scellé. Donc ça, c'est ce à quoi nous avons assisté ce fameux samedi 24 décembre. Maintenant, je rappelle juste qu'au-delà de ce qui s'est passé, c'est surtout une radio qu'on a réussi à faire taire. Vous vous rappelez peut-être qu'après l'arrestation de Ihsan, donc pratiquement des émissions essayaient, donc l'équipe essayait
de réaliser des émissions sur Zoom, presque clandestinement, donc avec Amira Bouraoui, donc, qui était à l'antenne pour le CTP, Linda Abbo pour le 5 sur 5. Donc, c'était ces deux émissions-là qui ont fait quelques numéros. Et puis, on connaît l'histoire, donc comment les choses se sont terminées avec l'histoire d'Amira Bouraoui, qui a subi des pressions, au point où ça l'a poussé donc, à prendre la fuite de façon qu'on connaît. Et ça a aussi fait des victimes. Donc, Mustafa Ben Jamal, il pensait pour lui, justement, lui aussi qui est en prison donc depuis 10 mois presque, et sur son cas, donc, on ne sait toujours pas s'il va être libéré, alors qu'en principe, il aurait dû l'être la dernière fois. Donc, ça aussi, c'est un journaliste aussi à qui on fait payer aussi son audace. Son seul tort, c'est peut-être d'être dans une région à l'intérieur du pays où le Wadi est le premier grand responsable. Donc, Mustafa Ben Jama, par exemple, se serait exprimé à Alger, où là, il aurait écrit les mêmes choses qu'il a dit à Annaba, n'aurait peut-être pas eu tous les droits. C'est un peu comme Karesh. Karesh au sud, c'est et Nasrallah, et là, Constantine aussi. Donc, ça, c'est le prix à payer pour la presse locale. Enfin, je passe sur ça. Alors, moi, pour terminer, je dirais deux choses. C'est qu'avec ce coup porté donc, à Radio M, c'est un coup porté à la liberté d'expression, c'est un coup porté à l'entreprise, à toute entreprise qui voudrait s'inscrire dans cette dynamique qu'a ouvert Radio M. Chose qui n'est plus possible aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, avec les nouvelles lois qui ont été imposées. C'est-à-dire, c'est des lois que demain, même si Ihsan Al-Qadi était libéré, supposons qu'on remette Ihsan Al-Qadi en liberté, eh bien, Ihsan Al-Qadi ne pourra jamais reprendre, ne pourra jamais reproduire ce qu'il a fait avec Radio 1. Parce qu'il y a tellement de verrous, il y a tellement d'obstacles, tellement de passages où il faut montrer patte blanche que ça ne sera plus possible pour... Enfin, juste un truc rigolo. Vous savez qu'on demande, pour être directeur d'un journal électronique, on demande 8 années d'exercice qu'il faut justifier par la CNAS. Eh ben, si je vous disais qu'Ihsan ne s'est jamais inquiété de la CNAS et des trucs, parce qu'il ne pourra même pas justifier 8 ans, alors que c'est quelqu'un qui a commencé la presse en 1985, c'est donc sa signature parle pour lui, juste pour vous dire un peu à quel point donc c'est ça le drame. Et maintenant, plus dramatique encore, c'est que vous avez deux lois qui ont été adoptées et qui sont parues le même jour au journal officiel. Vous avez la loi sur la presse écrite et électronique et vous avez la loi sur l'audiovisuel. Alors, dans les phases de transition, parce qu'il y a une phase de transition, la loi sur la presse et la presse électronique a 6 mois pour se mettre à niveau, pour une mise à niveau et se conformer aux dispositions de la loi. En conformité, oui. Voilà, en conformité. L'audiovisuel a 1 année. On peut se demander pourquoi. Pourquoi l'audiovisuel 1 année ou l'autre année? Eh bien, parce que la presse électronique ne doit pas arriver jusqu'aux élections, jusqu'à la date, jusqu'à la campagne électorale, ou là jusqu'au 12-12. Alors que la presse audiovisuelle, donc les médias, ils sont dans la poche. Ou un seul média audiovisuel qui dirait du mal du régime ou de Tibon ou là. Aucun, pratiquement aucun. Donc, pratiquement, nous avons encore jusqu'au 2 juin 2024. Au-delà, s'ils appliquent réellement ce qu'ils ont décidé d'appliquer, ben on ne pourra plus exercer, on ne pourra plus avoir le statut y compris le statut de journaliste freelance, hein, parce qu'il faudra justifier Alors, je terminerai sur une chose qui me fait quand même, qui me donne de l'espoir et c'est quand même agréable comme ça quand, vous savez, il ne se passe pas un jour, et je dis bien, il ne se passe pas un jour,
généralement, moi, à Alger, je fais toujours 10 douches de haut en bas, donc, à pied, je marche à pied. Et ben, chaque jour, il y a au moins une personne qui m'arrête dans la rue que je ne connais pas. اسمح لي, voilà, أنا ما تعرفنيش, mais أنا نعرفك, et puis je voulais vous demander des nouvelles de l'Ihsan. Donc, il y a comme ça des gens, des inconnus, un peu partout, qu'on rencontre fortuitement et qui demandent de ces nouvelles. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même, qui a l'estime de beaucoup de gens. Merci Zoher de terminer sur voilà. Ça. Sanhaja, dernier mot. Ton micro. Ihsan, si on devait... le problème, c'est que comme disait tout à l'heure Yassine, et je partage son point de vue, ce qu'on défend, Ihsan, c'est une personne parmi tant d'autres. Le problème, c'est que si on accepte la situation de Ihsan, ça veut dire c'est la mort de la liberté de penser, de s'exprimer, et de faire de ce peuple des tubes digestifs. Et c'est ça que Ihsan refuse, c'est ça que nous refusons, et c'est pour ça que j'interpelle des amis, des camarades, des journalistes. Comment peuvent-ils continuer à vivre en acceptant que des gens soient emprisonnés pour leurs idées? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que ça tuera tout rêve. Et le seul rêve qui sera permis, malheureusement, c'est l'harba quand c'est possible légalement par les biais de visa, et quand ce n'est pas possible par les biais des bateaux et des morts dans la mer. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas que les harragas, les jeunes chômeurs qui partent. On voit des diplômés, etc. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça la nouvelle Algérie? C'est de casser tout rêve d'Algériens. Et c'est pour ça que nous tenons et nous soutenons Ihsan, parce que nous le connaissons, parce que nous savons qu'il se bat, et il s'est battu, il a cru en l'Algérie, et il continue à croire, et je termine. Ihsan, demain, on va lui demander, tu quittes la prison et tu vas t'exiler en France ou ailleurs, il va refuser. Il va refuser parce que Ihsan, c'est quelqu'un qui adore l'Algérie. Ihsan n'a pas un seul appartement à l'étranger. C'est quelqu'un qui, quand il aurait pu vivre tranquille et faire comme tout le monde, envoyer des papiers à des journaux à l'étranger et en vivre même très très bien. Il a fait le choix de construire et de se battre pour une Algérie démocratique, et j'espère qu'il y aura un jour quand même, que les gens qui tiennent le pouvoir se réveilleront et se diront quand même, on va pas diriger des tubes digestifs, il faudrait qu'il y ait un peuple qui nous respecte et qu'on respecte. Et si on veut que ce peuple nous respecte, c'est le minimum, c'est de le respecter. Merci beaucoup, Sanhaja, pour ces bons mots. Sanhaja Akrouf, militante politique et proche de Qadi Ihsan. Merci. Yassine Timlali, journaliste, essayiste également, chercheur, proche de Ihsan Qadi également. Merci Zohira Berken, donc aussi proche de Qadi Ihsan, journaliste lui-même qui a travaillé à Radio 1. Merci beaucoup, cher maître Nordine Ahmine, donc avocat, défenseur des droits humains, membre des collectifs de défense des droits, de défense des détenus d'opinion, des détenus politiques en Algérie. Merci à tous d'avoir accepté l'invitation. Merci aux internautes qui ont suivi cet échange-là. Comme c'est affiché en ce moment, donc vous pouvez aussi vous-même adresser vos messages de solidarité à Qadi Ihsan en lui écrivant donc Ihsan Qadi, numéro d'écrou 29 66 38, prison d'El Harrach à Alger. Ou vous pouvez aussi lui écrire un mail, un courriel, équisolidaire au pluriel à commercial@gmail.com. Donc, merci à tous et bonne soirée. Plaisir de vous retrouver sur un autre plateau. Merci. Rabah. Oui, Zoher. Juste avant de terminer, je rappelle juste que le 29, donc vendredi prochain, oui. 29 décembre, donc nous avons le 5e sit-in virtuel
Donc, également dédié à Ihsan, parce que le 29, ça lui fera exactement une année depuis son mandat de De dépôt. prison. Ouais. Donc, c'est effectivement l'année de prison, c'est le 29. Donc, et là, on se donne encore un rendez-vous pour reparler encore une fois de Ihsan et de Radio 1 et de la liberté d'expression. Moi, je voudrais Merci juste dire à beaucoup, moi, Mohamed. Rabah, si tu me permets, Oui. une pensée à nos amis, nos frères, nos camarades journalistes qui sont en train de tomber à Gaza. Et Ihsan, dans des moments pareils, il aurait fait l'impossible, même pour se déplacer à Gaza, pour couvrir le combat et de soutenir le combat du peuple palestinien. Merci beaucoup, Samhaja. Rabah, si tu permets. Oui, Rabah, bien sûr. Non, j'aimerais juste rappeler que la situation d'Ihsan est aussi la situation de beaucoup de militants et de journalistes maghrébins. Il ne faut pas l'oublier que beaucoup de journalistes maghrébins vivent la même situation. Il y a des journalistes marocains qui sont emprisonnés, il y a des militants démocrates tunisiens qui sont actuellement emprisonnés et poursuivis, et beaucoup d'entre eux se sont solidarisés avec Ihsan Qadi. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une grande solidarité maghrébine avec Ihsan Qadi depuis son incarcération, et il faut remercier nos amis en Tunisie et au Maroc et en Mauritanie de tous les efforts qu'ils ont faits pour le soutenir et pour se solidariser avec lui. Il faut aussi remercier les avocats marocains, tunisiens, marocains militants eux-mêmes pour la liberté dans leur propre pays, défenseurs des détenus du Hira qui ont aussi accepté de défendre Ihsan Qadi, de se constituer en collectif international pour se solidariser avec lui. Il ne faut pas manquer de les remercier aujourd'hui parce que cette solidarité est très importante en soi et aussi pour Ihsan qui est aussi un Maghrébin et dont l'identité maghrébine n'est plus à démontrer. Merci beaucoup Merci beaucoup, à tous nos amis. Bonne soirée tout le monde. À la fin. Au revoir. Bonsoir. À la fin.